Hunter x Hunter. Oh la vache, nouveau record. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, le titre de ce manga slash animé se dit Hanta Hanta. Le X ne se prononce pas. Faute de voir une horde d'otaku foncer sur nous dans une rage berserk. Mais comme je suis une incarnation du chaos qui prend un malin plaisir à torturer l'esprit des puristes, je vais continuer de dire Hunter x Hunter jusqu'à la fin de mes jours. J'adore le X. Non, attendez, bref, Hunter x Hunter est un manga de Yoshihiro Togashi, également connu pour le classique Yu Yu Hakusho et pour avoir épousé Naoko Takeuchi, la mangaka derrière Sailor Moon. Cette anecdote est gratuite. Publié dans le Jump depuis 1998 et adapté 2 fois en animé entre 1999 et 2004, puis entre 2011 et 2014, Hunter x Hunter nous raconte l'histoire du jeune Gon qui rêve de devenir un Hunter, sorte de classe d'élite sélectionnée via un examen très difficile pour ne garder que les meilleurs. Le manga est connu pour 2 choses. Tristement, pour la santé défaillante de son auteur qui cause de nombreux retards et des hiatus dans la publication des chapitres avec des planches de mauvaise qualité dont beaucoup de fans se plaignent. D'ailleurs, franchement, c'est bâtard. Le mec est malade, il fait ce qu'il peut, d'autant qu'il redessine toutes les planches de mauvaise qualité pour la sortie en tome. Soyez pas des sales gosses gâtés. Et deuxièmement, pour son système de pouvoir précisément construit, basé sur des règles aussi cohérentes que complexes à mémoriser, est réputé comme le meilleur de tous les mangas. J'aimerais donc étudier pourquoi ce système de pouvoir en particulier est encensé par les lecteurs et en profiter pour jeter un œil au concept même de système de pouvoir dans les mangas shonen en tant qu'outil narratif. Donc oui, on va parler nen, chakra, ki, bankai, et si tout ça pour vous c'est du chinois, je me permets de vous corriger, c'est du japonais. Mais que vous vouliez apprendre l'un ou l'autre, j'ai ce qu'il faut pour vous. Apprenez de nouvelles langues avec Rosetta Stone. Cette application ne vous demandera pas de mémoriser des listes de vocabulaire ou des règles de grammaire, elle vous fera travailler directement par la pratique en écoutant et en répétant les mots de la langue de votre choix. Avec cette méthode, vous apprendrez tout ce dont vous avez besoin pour, par exemple, voyager au Japon et découvrir les merveilles de l'Extrême-Orient, comme Rosetta Stone utilise votre micro pour vous aider à améliorer au mieux votre prononciation. L'application célébrera ainsi vos réussites et couvrira de honte vos échecs. Si vous voulez apprendre le japonais ou une autre des 24 langues disponibles sur Rosetta Stone, vous pouvez profiter de ma remise exclusive de 50%. Avec leur abonnement à vie, vous avez accès au service aussi longtemps qu'il vous le faudra. Ainsi, vous pourrez maîtriser le japonais, puis passer des décennies à essayer de comprendre les intonations chinoises. Bon courage. À moins que ce soit bon courage. Personnellement, je sens que cette méthode me convient, je déteste apprendre par cœur et les exercices pratiques m'aident à mieux retenir tout en m'amusant. Si jamais la méthode ne vous convient pas, vous avez également 30 jours pour vous faire rembourser. Suivez le lien dans la description ou le commentaire épinglé et lancez-vous dans l'apprentissage d'une nouvelle langue avec Rosetta Stone. Merci à eux, revenons à la vidéo avec un titre prétentieux. Un système de pouvoir, c'est un ensemble de règles plus ou moins strictes qui régissent les affrontements entre 2 personnages, ou 2 équipes. Idéalement, elles permettent d'imposer des attentes sur qui a l'avantage, qui est en danger, comme dans une rencontre sportive, elles nous donnent le favori et l'underdog, tout en laissant une marge à la surprise et au retournement de situation. Nani ? Il y a 2 grandes familles de systèmes de pouvoir dans les mangas shonen, avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients. La première, c'est un système par niveau de puissance. Pensez Dragon Ball Z. Un personnage possède un niveau, mesuré ou non, et lors d'un affrontement, c'est celui qui atteindra le niveau le plus élevé qui gagnera. C'est un système qui se repose beaucoup sur l'escalade des pouvoirs. Kaioken, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, ce sont des chiffres qui montent. Mais attention, ça peut se complexifier. Parce que la puissance, ce n'est pas la force. C'est l'ensemble des capacités qui donnent un avantage dans un affrontement. La force, oui, mais aussi la vitesse, l'intelligence, la détermination, l'expérience, la chance. Toutes ces statistiques s'additionnent pour donner un score total de puissance. Pensez au combat de Trunks contre Cell. Lors de sa transformation en Saiyan giga musclé, Trunks gagne énormément en force, mais il perd tellement en vitesse que son score total baisse. Attention, le score est abstrait ici. On peut faire le choix de l'indiquer par des numéros, comme Dragon Ball Z l'a fait jusqu'à la fin de l'arc Namek, mais en général, il n'est pas représenté. On le figure via d'autres moyens narratifs. Est-ce que le personnage est à l'aise? Est-ce qu'il est au contraire poussé dans ses derniers retranchements? Etc. C'est un système qui repose souvent sur l'idée de dépassement de ses limites, parfois avec un coup. Pas un coup ou un coup,
un coup. Ainsi, le Kaioken de Goku lui donne un boost temporaire de puissance, mais au prix d'un affaiblissement général de son corps. Et attention, ça ne vaut pas que pour les shonen de combat. Dans Death Note, tout se repose sur l'intelligence. Ainsi, on comprend que Light et Elle ont une puissance intellectuelle à peu près égale, tandis que Melo et Nier leur sont inférieurs. Mais en travaillant ensemble, en additionnant leurs scores, Melo et Nier réussissent à dépasser Light. Et si Light arrive à vaincre Elle, c'est parce qu'au-delà de son score d'intelligence, il a un score de cruauté qui vient s'additionner et lui permet de manipuler et vaincre son adversaire plus empathique. Donc en surface, ces systèmes peuvent sembler se limiter à « c'est moi qui est la plus grosse ». Non, la mienne est plus grosse que la tienne. Mais on peut y construire une certaine profondeur en jouant avec les atouts et les défauts des personnages. Le deuxième grand type de système de pouvoir, c'est le pierre-feuille-ciseau. Si, je vous assure, c'est pas une blague, ce sont des systèmes qui se reposent sur le même principe que le jeu Shifumi. La feuille bat la pierre, qui bat le ciseau, qui bat la feuille. Chaque signe possède un avantage sur un autre et un désavantage face au dernier. Pensez Fire Emblem avec le trio H lance épée ou Age of Empires avec infanterie, cavalerie, archer. En effet, le pierre-feuille-ciseau est une mécanique très présente dans les jeux vidéo. Et comme l'autre système, il peut être complexifié par exemple en ajoutant plus de signes. Dans un système à 4, on obtient deux nouveaux axes d'interaction qui peuvent aussi bien être neutres pour garder un équilibre, ou non. Après tout, un système de puissance peut très bien être déséquilibré. Dans le jeu vidéo, c'est mal vu et on essaye de limiter ça. Mais vous connaissez sans doute la tristement célèbre variante du pierre-feuille-ciseau qui inclut le puits. Et si vous la connaissez, vous savez que la pierre et le ciseau sont statistiquement désavantagés par rapport au puits et à la feuille. Ce genre de système est très souvent basé sur les éléments. Par exemple, dans Naruto, les différents éléments associés à un ninja lui donnent un ascendant et une faiblesse. Ou bien dans Pokémon avec les types feu, eau, herbe et autres plus ou moins équilibrés. Ce sont des systèmes qui ont l'avantage d'être simples à comprendre et à appliquer, ce qui explique leur prévalence dans le jeu vidéo. Elles instaurent une hiérarchie cyclique où le fort de l'un est le faible de l'autre. Ainsi, ils s'adaptent très bien aux histoires qui ont plus d'un protagoniste, car l'entraide entre aptitudes complémentaires devient essentielle pour prendre l'avantage face à l'adversité. Mais comme dans tout bon shonen qui se respecte, je vous ai réservé un retournement de situation. En effet, s'il y a deux grandes familles de systèmes de puissance, il existe une troisième voie, qui fonctionne selon d'autres règles moins absolues, souvent spécifiques à un affrontement en particulier. Car au lieu d'utiliser un système de comparaison ou d'affinité pour écrire un combat, on peut le construire comme un problème à résoudre. Il ne dépend ainsi plus des capacités inhérentes de chaque combattant, mais des circonstances inhérentes à leur affrontement. Reprenons Naruto, qui n'a établi son pierre-feuille-ciseau élémentaire que tardivement. Avant ça, la plupart des combats tournaient autour d'une idée de problème, auquel on opposait des solutions. Pensez Shikamaru contre Temari, qui emploie la spécificité de son pouvoir de manipulation des ombres pour obtenir l'avantage sur une adversaire clairement plus puissante. Il s'agit là d'une proposition plus stratégique, et plus difficile à écrire, puisqu'on ne se repose plus sur des règles globales qui s'appliquent à chaque situation, mais sur des règles spécifiques aux techniques et aux capacités des personnages impliqués. Ce ne sont plus tant les pouvoirs qui comptent, mais la façon dont ils sont utilisés. Le maître mot est alors la capacité d'analyse et de raisonnement, ou encore la créativité. Trouver la faille dans les techniques de son adversaire, ou l'avantage que peut conférer l'environnement où l'affrontement prend place. Si le premier système offre des échelles de comparaison propices à une escalade de la puissance, si le second donne des règles claires qui cadrent les avantages et les handicaps, cette troisième approche permet plus de retournement de situation et le fameux double effet qui se coule d'une victoire arrachée difficilement, mais parfaitement justifiée. Ce qui ne veut pas dire que l'un est supérieur aux autres, et qu'il faudrait se reposer entièrement sur des affrontements minutieusement construits. Il est souvent plus intéressant pour un auteur d'avoir tout un arsenal à sa disposition. Et c'est là que Hunter x Hunter a trouvé son équilibre. Non pas en exploitant à fond un seul système de pouvoir, mais en piochant dans les trois selon les situations. Ainsi, avant même que l'on ne parle de Nen, il est établi un système de puissance. Lors de l'examen Hunter, on voit clairement qu'il existe des gens normaux et des monstres. Gon et Killua font partie de cette deuxième catégorie. Mais très rapidement, on découvre qu'ils ne sont que de tout petits enfants fragiles en comparaison à certains de leurs adversaires. Ce système d'échelle nous montre un premier point intéressant. Il y a une marge de progression énorme pour nos protagonistes. Aussi puissants soient-ils, certains adversaires sont absolument hors de leur portée. Par la suite, ces niveaux de puissance obtiennent une unité de mesure, le Nen. Je vais pas m'amuser à vous décrire toutes les sous-catégories de Nen, il y a des vidéos spécialisées pour ça, et le détail importe assez peu dans mon analyse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la puissance d'un Hunter se mesure à son Nen. Mais le Nen est également matérialisé sous la forme d'une aura, le Hatsu. Et là, on retrouve notre fameux pierre-feuille-ciseau élémentaire. Renforcement, manipulation, matérialisation, spécification, manipulation et émission. Prenez des notes, ce sera dans le partiel? Non, en vrai, pareil, pas besoin de retenir les détails, l'important c'est de comprendre le principe. Chaque Hunter possède un Hatsu d'un type précis qui définira la façon dont ses pouvoirs fonctionnent. Il y a une idée d'affinité derrière ça.
Un Hunter peut utiliser les techniques d'un autre type, mais plus elles seront éloignées de son aura, plus ce sera difficile, avec en particulier la spécialisation qui est quasiment inatteignable si elle n'est pas innée. Ce qui veut dire deux choses. Premièrement, les Hunters d'un type ont un avantage ou un handicap face à ceux d'un autre type. Mais aussi, un Hunter qui utilise une technique d'un autre type prend plus de risques et démontre ainsi un plus grand potentiel, ce qui nous ramène à l'échelle de puissance. Plus on est fort à expérimenter, plus on a de techniques à notre disposition. Finalement, ces types de Hatsu sont par principe très vagues. Il y a énormément de possibilités au sein d'une catégorie, ce qui peut créer des avantages stratégiques uniques à chaque personnage. Sans compter sur le fait qu'un Hunter peut utiliser le Nen pour faire ce qu'on appelle en jeu de rôle du min-maxing, c'est-à-dire se donner des handicaps dans certains domaines afin de booster à fond un autre. C'est notamment ce que va faire Kurapika en créant des règles très dangereuses et très spécifiques afin de prendre l'ascendant sur les membres de la brigade fantôme qui sont normalement bien trop forts pour lui. On pourrait en conclure que le système de pouvoir de Hunter x Hunter est fort parce qu'il utilise tous les types de systèmes. En gros, c'est un hybride de tout ce qui existe avec toutes les qualités possibles. Mais ce serait une vision très superficielle de la chose. Parce que prendre tous les ingrédients et les balancer dans une casserole, ça ne garantit pas que la soupe sera bonne. Non, si ça marche si bien, c'est parce que chaque système est fondamentalement maîtrisé par l'auteur. Il en connaît les points forts, mais surtout les points faibles. Et il fait comme Kurapika, du min-maxing entre les trois. Par exemple, un système de puissance est vite limité par l'escalade du concours de qui c'est qu'à la plus grosse. Pour un exemple de mauvaise utilisation de ce système, regardez du côté de Dragon Ball Super. En gros, on risque vite de se retrouver dans une situation de type « Je suis fort, je suis plus fort, je suis méga plus fort, je suis méga ultra plus fort fois 1000 ! Ah ouais, bah moi je suis méga ultra plus fort fois l'infini ! Je ne suis peut-être pas méga ultra plus fort fois l'infini, mais j'ai un énorme chibre !» Ce qui évite lassant. Afin d'éviter ça, Togashi intègre donc le Hatsu et les pouvoirs spécifiques qui permettent au personnage de vaincre ou survivre à des adversaires plus puissants, non pas en les dépassant, mais à l'aide d'avantages naturels ou de stratégies efficaces. De plus, Togashi comprend l'importance des coups. Une victoire trop facile et sans conséquence n'a pas le même impact que si elle a nécessité des sacrifices et des pertes. Ainsi, la plupart des affrontements où un personnage plus faible gagne face à un personnage plus fort demandent au premier de payer un prix physique, spirituel, émotionnel. Les victoires sont difficiles et donc plus satisfaisantes, car faisant appel à un sentiment de catharsis. Mais il n'efface pas non plus son échelle de puissance. Si un personnage est vraiment plus fort, peu importe la stratégie ou les affinités du Nen, il ne pourra pas être vaincu. Et ça, c'est aussi important pour conserver la marge de progression des héros, la tension dramatique et la sensation que cet univers ne se limite pas à ce qu'on en voit. Chaque système est limité. Et chaque limite est au service du récit, au lieu d'en être un défaut. Et c'est sur ce point que j'aimerais construire ma conclusion. Tous les outils de narration à notre disposition ont des avantages et des inconvénients. Le voyage du héros est simple et familier, accompagné d'une structure préétablie, mais il est aussi prévisible et surfait. Le cliffhanger est un bon moyen de générer de la tension au milieu d'un récit et d'encourager l'audience à revenir pour la suite, mais c'est aussi un cliché souvent décrié et considéré comme putassier. Mais pas pour moi, je t'aimerai toujours, cliffhanger. Aucun trope n'est libre de défauts, et plus il sera utilisé, plus il prendra des connotations négatives. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus les employer. Déjà parce que vous pouvez pas, ça veut dire qu'il faut avoir conscience de leurs limites et de leur perception dans le zeitgeist. Et quel genre est plus formulaïque et rempli de tropes épuisées jusqu'à la moelle que le manga shonen? Il y a sans doute une ou deux autres réponses à cette question, mais il reste au moins dans le top 3 des genres bourrés de clichés et de facilité d'écriture. Ce qui donne une grande marge pour se démarquer aux auteurs conscients de ses limites. Ceux qui sont prêts à prendre du recul face au courant dans lequel ils s'inscrivent. Parce que les tropes ne sont pas bons, mais ils ne sont pas mauvais non plus. Tout ce qui compte avec un outil, c'est de savoir quand et comment l'utiliser. Avoir conscience des limites du voyage du héros, par exemple, ça permet d'envisager des alternatives. Commencer avec les 3 premières étapes et une fois l'audience confortablement installée dans ses attentes, tout balancer et partir dans une direction complètement nouvelle. Pourquoi pas écrire un cliffhanger dans lequel notre héros se retrouve dans une situation impossible qui annonce une mort certaine, et effectivement le tuer au début de l'épisode suivant. Un défaut peut toujours être transformé en avantage. C'est pour ça que j'aime pas l'idée de placer des règles absolues sur l'écriture. On me demande souvent c'est quoi le pire trope à mon avis, et je donne rarement la même réponse à chaque fois. Je rappelle que je suis une créature du chaos. Mais surtout parce que même le plus gros de tous les clichés peut être utilisé pour construire une idée nouvelle, faire une nouvelle proposition, renverser les attentes. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans Hunter x Hunter. Le fait que ce manga d'apparence terriblement banale, qui rentre parfaitement dans les codes de son époque, de son genre, soit très au courant de ce qu'il est. Sans doute aidé par le fait d'avoir un auteur expérimenté dans le même genre, il ne prétend pas être autre chose qu'un manga shonen d'aventure et de combat. Mais
il a tout à fait conscience de nos attentes et de ses limites. Et au lieu de tourner autour, de les éviter, de fermer les yeux dessus avec honte, il les utilise, fièrement, comme une part entière du récit, tant et si bien qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. Est-ce qu'on doit s'attendre à un développement typique du genre? Une subversion? Un gag? Un moment sérieux? Le seul moyen de le savoir, c'est en suivant l'histoire que Togashi nous propose. À son rythme, un peu d'indulgence s'il vous plaît, et ça, de mon point de vue, c'est très fort. Hunter x Hunter. Je remercie Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez avoir accès aux vidéos en avant-première, ainsi que l'accès à un Discord VIP, et même un remerciement de ma chaude voix à la fin des vidéos, en soutenant la chaîne sur Patreon, le lien est dans la description. Un gigantesque merci à Morgan Oglenko, Pouillou, Arnaud, Billy Radi, M. Laetitia, Femto, Mywen Air, le maître du Doliprane, Fly Lupus, Eddie Rockmer, Samy Langignon, Elayan, Manuel, Egolius, P. Le Gaulois, Kevin de Namur et Emma Naïm. Vous êtes la source de ma puissance. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, on se retrouve très bientôt, Tropper, out. Tu es peut-être plus fort, mais mon énorme chibre t'écrasera. Pardon. Quel métier.